Le musée d'Unterlinden accueille une exposition sur Friedenreich von der Wasser jusqu'au 5 octobre. Et c'est vrai que le personnage déjà est assez étonnant. Je ne sais pas si les visiteurs qui viendront dans l'exposition iront jusqu'à trouver les deux photographies du personnage, mais c'est un personnage très grand avec une grande barre, toujours sa casquette sur la tête. Mais surtout, c'est un homme qui a à la fois beaucoup écrit. Il a écrit des textes, mais dont les titres eux-mêmes sont assez étonnants. En 1958, il écrit le manifeste de la moisissure contre le rationalisme en architecture. Donc déjà, ça dit beaucoup de choses, mais à côté de ces textes et de toutes ces pensées qu'il a écrites, son art correspond à ce qu'il peut dire. Et donc ce manifeste de la moisissure, c'est pour dire qu'en fait une habitation doit vivre avec ses fissures, ses moisissures. Ça ne doit pas être une ligne droite, ça ne doit pas être quelque chose de froid et de rationaliste. Donc il faut que ça soit plus dans la courbe, plus dans l'idée d'habitation et de vie elle-même. Et cela, il le met dans son œuvre d'art. Alors il n'est ni peintre ni architecte finalement, c'est un autodidacte, mais dans ses peintures et dans ses volontés de créer des architectures, il va mettre en forme ses idées. Donc on va voir la courbe, la spirale dans tous les tableaux. On va voir aussi un autre thème qu'on voit très souvent, c'est le bulbe d'oignon, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire le clocher des églises d'Allemagne du Sud. On va voir des couleurs très gaies, très vives. Lui-même est un grand optimiste, donc ça c'est parfait. Donc on voit tous ces éléments-là, on voit l'eau qui est omniprésente. Il a été marin pour gagner de l'argent au départ, mais après il s'est acheté un bateau, il a vécu, il a fait le tour du monde sur son bateau, et donc l'eau va être présente. Et au-delà de l'eau, il va y avoir aussi la présence de la végétation, parce que pour lui c'est très important. Il a aussi écrit un autre manifeste sur le devoir des arbres locataires qui vivent dans les appartements, au même titre que les êtres humains. Donc l'arbre partout présent, et finalement l'écologie l'est énormément. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie dans la façon de vivre, et lui il était avant l'heure, puisque dès les années 60 il écrit ses textes sur l'écologie, et dans ses peintures on le retrouve, et dans ses architectures aussi. Donc tout ça c'est vraiment important à travers cette peinture. Et dans l'exposition on a à peu près 80 œuvres, donc il y a des peintures, il y a des tapisseries, il y a des gravures, des dessins, des aquarelles, il y a des petits cerfs-volants aussi, des monnaies, des timbres-poste. Unterwasser a touché à tout pour essayer de faire passer son message, qui est celui déjà de la liberté, de pouvoir vivre en harmonie. L'être doit vivre en harmonie avec lui-même, mais aussi avec l'architecture où il vit. Et par exemple, il y a un autre de ses textes qui s'appelle la troisième peau, en 1968, où il dit que l'être humain, finalement, a trois peaux. Sa peau, l'épiderme, le vêtement, qui est sa seconde peau, et la troisième peau, c'est l'architecture. Il faut vivre dans cette harmonie-là, donc ça, c'est important pour lui. Et dans cette harmonie-là, il faut vivre avec la culture. Et il dit lui-même que chaque être humain est capable de faire sa forme artistique et sa culture. Et là aussi, il y a un autre de ses textes sur le droit à la fenêtre, où il dit que chacun peut décorer l'extérieur de sa fenêtre, et comme ça on reconnaîtrait de la rue à qui appartient cette fenêtre et qui est l'homme. Et dans ces peintures, vous verrez, enfin les gens qui viendront dans l'exposition trouveront des éléments d'architecture ornés de plusieurs formes, avec toujours cette idée de spirale qu'on va voir partout, hein, à l'inverse de la ligne droite. Et pour lui, la spirale, c'est la vie, en fait, c'est la naissance, jusqu'à la mort, c'est la renaissance. Donc on va voir cette spirale partout présente, toujours avec ses couleurs éclatantes, comme je l'ai déjà dit. Et puis de temps à autre, passent des personnages avec des yeux en amande, transparents, mais ils sont présents. Et ça, c'est assez amusant. C'est une de ces rencontres très, très importantes que Unterwasser a fait avec un artiste français qui aujourd'hui est méconnu, dont le surnom était Brault. Et en fait, il a rencontré cet artiste en 1950 en Italie, après il a été en France, ils avaient fait un échange. Il a pris à Brault ces personnages avec ses yeux en amande transparents, et lui a donné à Brault ces arbres transparents qu'il avait créés. Donc c'est un échange entre artistes qui est assez étonnant. Pour Unterwasser, qui est vraiment un homme à part, qui a créé son propre style, je pense que les gens qui viendront dans l'exposition se diront « Oh, ça peut peut-être ressembler un peu à Klee », un peu à Klimt, un peu à Schiele, mais il crée son propre style tout en prenant des petites choses des uns et des autres. Et ça, je crois que c'est important pour des gens de visiter une exposition, de trouver un style qui est partout le même, parce que ce soit les œuvres des années 50 ou celles des années 90, on retrouve toujours en filigrane ces spirales, ces bulles. Tout cela est en question de vie, de bonheur, de création. Et je crois que c'est une exposition qui est optimiste et qui donne la joie de vivre en la voyant.
Hundertwasser est finalement assez peu connu en France et très connu dans le monde germanique. Pour les Autrichiens, par exemple, si vous leur demandez de citer un Autrichien célèbre, Hundertwasser arrivera en première place. Et c'est vrai que là, je vois l'exposition a déjà commencé. On a énormément de visiteurs qui viennent visiter cette exposition, car pour eux, Hundertwasser est un grand maître de l'art du XXe siècle, même si en France, c'est peu connu. Et en fait, cette année, en 2008, on aurait fêté ses 80 ans, puisqu'il est né en 1928. Et du coup, la fondation Hundertwasser, qui nous a prêté toutes ses œuvres, a fait des expositions un petit peu. Donc il y a une exposition qui vient de finir à Budapest, ici une autre exposition en Suisse, une autre exposition en Autriche pour ce personnage. Alors déjà c'est vrai que son nom Hundertwasser est un petit peu complexe peut-être pour les Français qui ne voient pas très bien ce qu'est ce personnage, même si tout le monde je crois a déjà vu une carte postale ou un poster d'Hundertwasser, mais ils le connaissent mal. Alors est-ce que c'est lié à ce nom-là? Et on a par exemple un tableau ici au musée qui montre un personnage qu'il a dessiné au Maroc où il y a marqué Hundertwasser et Stowasser. En fait, son vrai nom est Friedrich Stowasser, c'est son vrai nom de famille. Et il a décidé de changer de nom parce que pour lui, il faut avoir plusieurs personnalités. C'est ça la richesse de l'être humain, c'est d'avoir plusieurs personnalités et du coup, on peut avoir plusieurs noms. Donc, il a pris son nom de famille qui était Stowasser et le préfixe Stow en celtique veut dire sang. Donc, il a traduit Hundertwasser, et son prénom était tout simplement Friedrich, et il en a fait Friedenreich, le royaume de la paix. Donc c'est très beau en fait, il a choisi, et tous les cartels de l'exposition, vous verrez, je crois que les visiteurs peuvent s'amuser à admirer les œuvres et aller voir les cartels, car c'est Hundertwasser qui a donné les noms à ses œuvres, et ces noms, donc il a souvent choisi plusieurs langues, il maîtrisait plusieurs langues. Il leur donne des noms très belles, les maisons qui attendent. C'est vraiment très poétique et je crois que là aussi c'est un des intérêts de l'exposition. Quand on a vu une exposition Hundertwasser et même une œuvre, après on reconnaît en fait ces œuvres d'art partout. Par les couleurs, très vives et très gaies, c'est lui qui faisait ses propres couleurs, et par ses formes tout en arrondi, tout en douceur, tout en harmonie.